Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit tuto sur la dépose d'un groupe complet sur un Touareg V10. Celui-ci a une grosse fuite d'huile sur la partie arrière moteur. Vous voyez, il y a beaucoup d'huile sur tout l'arrière ici. Donc je ne sais pas encore exactement où ça se situe, mais il y a des chances pour que ça soit ou le turbo, une canalisation de pression ou une des pompes jumelles. On voit d'ailleurs que ça remonte bien haut, hein, ça gicle, donc à mon avis ça doit être quand même conséquent. Le problème sur ce type de véhicule, c'est que dès qu'on fait quelque chose, eh ben, on dépose le groupe, hein. Il y a énormément de pièces qui nécessitent la dépose du groupe. Donc c'est un moteur qui est comme celui-ci. Et on est situé ici à peu près, hein, sur la partie arrière ici. Donc on a ces canalisations haute pression pour la partie turbo, qui pourrait très bien être sectionnée ou percée, ou un joint ici qui fuit, ou une étanchéité ici qui fuit, côté pompe jumelle, ou la pompe jumelle elle-même, puisque elle peut dessécher et son joint d'étanchéité devenir poreux. Et gicler d'huile aussi, c'est quelque chose d'assez courant malheureusement sur le Touareg. Donc je vais vous faire quelques petits plans de démontage, d'analyse sur ce véhicule. Au fur et à mesure du démontage, je vous montrerai quelques étapes importantes. Et puis on analysera ensemble le défaut qui a provoqué cette fuite importante. Voilà. Donc à suivre. Alors, la première chose que je vais faire, c'est retourner le Touareg pour le mettre dans le bon sens. L'idée, c'est d'utiliser un pont. Alors, c'est quelque chose que je ne faisais pas avec un pont avant. Je faisais ça avec un transpalette de 2,50 m de long. Et je déposais le groupe en surélevant légèrement le véhicule. Aujourd'hui, je suis équipé d'un pont assez conséquent, donc je peux me permettre de le lever et d'utiliser une table basse. Donc je vais préparer une table pour réceptionner le moteur. À cette occasion, j'ai modifié le pont au niveau de sa gestion parce que quand on dépose un groupe, eh ben, on a besoin d'être près du véhicule et près des boutons qui sont ici pour pouvoir faire les manœuvres. Et donc j'ai ajouté une petite télécommande qui permet de monter et de descendre le véhicule tout en surveillant le moteur et sa table, de manière à le déposer et surtout à le remettre pour bien le centrer sur l'ensemble de la table. Donc ce petit boîtier, je l'ai trouvé tout simplement sur Amazon, je crois. C'est un petit truc chinois qui marche pas mal, qui est assez simple à câbler, avec une petite téléco qui marche très bien, qui permet de mettre à l'arrêt ou en marche le module lui-même. Par sécurité, on peut le bloquer. Et puis, bouton montée-descente. On reprend le câblage sur ce bouton-là et ce bouton-là, avec un point commun qui est commun aux deux. On a donc 3 fils à brancher pour la partie commande et 2 fils d'alimentation pour la partie 24 volts. C'est assez simple à utiliser, ça fonctionne bien visiblement, et puis ça va me permettre de pouvoir faire les choses seul, parce que il faudrait 2 pour pouvoir manipuler idéalement, et là ça va pas être possible. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure de l'utilisation de la télécommande. Bon voilà, donc le véhicule est dans le bon sens par rapport au pont. Le but, c'est de se dégager suffisamment de place devant pour pouvoir travailler tranquillement sur le moteur déposé. De bien le centrer au maximum, de se garder de la place pour ouvrir la porte passager et la porte conducteur. Bien le centrer, bien vérifier les points d'ancrage au niveau du levé du véhicule, hein. C'est un véhicule qui fait quand même 2,7 tonnes, donc il ne faut pas le prendre sur la figure. C'est un pont qui peut lever jusqu'à 4,2 tonnes, donc de ce côté-là, pas de souci. Je pense même que, idéalement, une fois que je l'aurai mis en place, je vais sangler sur cette partie et l'autre partie de l'autre côté, en passant ou à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Sangler le véhicule pour éviter toute bascule une fois que le groupe sera déposé, parce que forcément ça va créer un déséquilibre important et le véhicule est quand même lourd.
surtout à l'arrière, donc je voudrais pas avoir un phénomène de bascule ou de légèreté qui pourrait inciter une bascule. Donc ça, on le fera une fois qu'on aura avancé sur le sujet. Donc, première étape, mettre correctement le pont en place et puis commencer à le lever. Alors, petit point sur le levage de véhicules. Souvent, je vois des véhicules où tous les carters sont explosés parce qu'on ne prend pas le soin d'aligner correctement les caoutchoucs, les pivots, face au point d'ancrage qui est pourtant bien visible. On voit ici que le plastique est explosé et c'est encore plus vrai de l'autre côté. On va le voir derrière. Ici, on voit que tout le plastique ici est carrément explosé parce qu'on n'a pas pris le soin de vérifier 2 fois avant de lever et qu'on a levé n'importe comment. Je trouve ça pénible. Donc là, je pense que je vais carrément prendre le pivot avec l'écrou au centre là. Comme ça, au moins, je serai sur le berceau arrière, j'aurai un point d'ancrage qui sera le plus éloigné, le plus équilibré. On va faire ça tout de suite. Donc voilà. On va pousser correctement le point d'ancrage. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, je suis tout seul. Je travaille seul. Et quand on travaille seul, on trouve des solutions pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Là, vous voyez la petite téléco dont je vous parlais tout à l'heure, celle-ci. Elle va me permettre d'aligner correctement mon pivot sur mon boulon. Voilà. Donc là, pardon, les gants. On voit que on sera parfaitement aligné quand on va commencer à monter. On va faire pareil de l'autre côté. Alors voilà, une fois que les pivots sont correctement alignés et qu'on a vérifié au moins 2 fois que tout va bien, on peut vérifier la levée. Voilà. Donc là, il n'y a pas une pente énorme. Il est plutôt à l'horizontale, ce qui est déjà pas mal. Mais je vais quand même l'assurer une fois qu'on aura déposé le groupe pour éviter tout risque. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Alors, première chose à faire sur le Touareg, c'est débrancher les batteries. Il y en a 2. Une sous le siège conducteur et une à l'arrière sous la roue de secours dans le coffre. Donc évidemment, comme on va débrancher le moteur, il ne faut pas laisser des câbles sous tension côté habitacle. Donc on va débrancher tout ça. On se retrouve tout de suite. Alors plusieurs choses qui ne me font pas très rigoler, enfin pas très marrer. Déjà, je suis obligé de maintenir la porte du haillon avec un balai, vous voyez. Parce que ça fait partie aussi des choses qui sont prévues de faire sur ce véhicule, c'est changer les deux vérins de chaque côté, et ça c'est pas une sinécure à faire. Normalement, on a donc la batterie dans le coffre qui est là. Normalement, on a un caisson qui la recouvre, je vois qu'il a disparu. Que tout est balade au risque de toucher le positif d'ailleurs. Ça c'est vraiment pas très malin. Normalement on a une barre pour tenir la planche qui est ici et je suis obligé de mettre un tube. Ça aussi devrait être ici, je sais pas où elle est passée. Donc on va démonter tout ça, la batterie, les supports qui
qui vont ne pas risquer de toucher la batterie. Et puis, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, le montage des brides qui normalement tiennent un capot en plastique. Elles sont en dessus, pas en dessous. Donc ça, évidemment, si ça se balade sur le pôle positif de la batterie, comme c'est directement raccordé au châssis, bah, vous imaginez ce que ça pourrait donner. On débranche ici le positif, le négatif on peut le laisser dessus. Et puis on va passer à la batterie avant, sous le siège conducteur, et on va faire la même chose. Alors, ici on va sur la batterie avant. Donc la batterie avant, en fait, elle est sous le siège, hein, elle est sous ce carter-là. Comme c'est toujours un peu pénible de démonter ça, après avoir démonté le carter qui est devant, après avoir démonté les deux fixations du siège pour le basculer, etc. Petite astuce, le négatif de la batterie est raccordé ici. Vous voyez ? Donc, il y a juste ça à débrancher. Voilà. Et on remet, pardon, on voit pas très bien, je vous montre après. Donc en fait, là où il y a le boulon ici noir, on démonte ça et on replie la masse en arrière. Et comme ça, on n'est pas obligé de démonter tout le siège, tout le bazar. Ça, c'est uniquement quand on veut débrancher la batterie. Hein. Voilà. Et donc là, il n'y a plus de courant dans la voiture. Et on va pouvoir avancer sur le reste. Donc, ouais, je disais, je vais décomposer un petit peu tout ce qu'on va faire maintenant. Alors, première chose à faire, démonter les essuie-glaces. Pour démonter la baie de pare-brise, le bas de pare-brise en plastique. Après avoir ouvert le capot, bien sûr. Pour accéder au câblage, et côté boîte à Philippe qui est de ce côté-là, on va le voir après, et côté calculateur là-bas, on a quelques masses à débrancher là-bas aussi. Et comme en plus j'ai le moteur d'essuie-glace qui lâche aussi, enfin qui a lâché et qui n'entraîne plus les essuie-glaces, ça fait partie des choses que je dois démonter aussi. Une fois qu'on a fait ça, on va débrancher toute la partie supérieure moteur, on va le voir en détail. Et puis après, on pourra s'attaquer à la vidange du circuit d'eau. Et puis, ce qui a décablé aussi en dessous, c'est-à-dire les masses châssis par exemple. Donc ça, on verra ça en détail après. Première chose à faire, on va ouvrir le capot et on commence à démonter les essuie-glaces. Alors voilà, donc sur la partie haute moteur, tout ce qui a décablé. Donc on va démonter les essuie-glaces, démonter cette partie-là pour débrancher les calculateurs de ce côté-là et les masses. Vous voyez ici à droite la boîte fusible pour débrancher un faisceau qui part aussi au côté moteur. En profiter pour déposer les essuie-glaces qui ont lâché. Et puis, une fois qu'on a démonté ça, tout le faisceau, on peut le rabattre sur le dessus moteur pour libérer la place. Et ensuite, on travaillera un petit peu sur les connectiques avant. Voilà. Il faut qu'on sorte les phares aussi pour libérer l'avant après. Donc voilà, je vais commencer par les essuie-glaces. Bon, je m'apprêtais à desserrer les boulons d'essuie-glace et puis qu'est-ce que je découvre? Que je peux les desserrer à la main. Donc, a priori, je n'est pas sûr que les essuie-glaces aient un problème. On a peut-être juste à faire quelque chose qui est desserré. Donc, on va pouvoir le sortir. Voilà. Pas de difficulté. Voilà.
Alors, il y a plein de petites pièces qui traînent hein, quand on démonte. Et ça, c'est un système de centrage et de serrage pour les essuie-glaces. Des petites bouts de plastique ici et là avec des rondelles. On essaye de rien perdre, de tout rassembler dans une boîte, parce qu'après, il va falloir remonter tout ça. Alors. Donc, on va faire pareil avec celui-ci. Voilà. Bon, il n'y a absolument rien de serré. C'est incroyable. Je ne pas que ça ne fonctionnait pas très bien. Voilà. D'habitude, on a toujours un peu de mal à sortir les essuie-glaces. Quelquefois, il faut utiliser un outil. Et là, je vois que tout vient facilement. Tellement ça a bougé. Alors, ensuite, on peut donc défoncer la protection de la baie de pare-brise. Voilà. Alors, donc, il n'y a absolument rien de moteur. Le bruit, c'est juste desserré. D'accord. Bon, donc là, j'ouvre la boîte ici, je vous montre ce qu'il faut décabler. Voilà. On démonte le couvercle. Donc ça, c'est la boîte à fusible compartiment moteur. On retrouve pas mal de protection. Voilà. Alors, à l'intérieur, on a ce câble-là. Qui va dans l'habitacle moteur qu'on va débrancher. Donc là, il y a 3 prises à débrancher. Alors, une première. On ne peut pas se tromper au remontage, elles ont toutes couleur bélier. Voilà. Dedans, il y a, notamment la blanche, le câble qui lance le démarreur, avec ce fil noir ici, qui est le lanceur du démarreur. Donc quand on veut faire une sécurité, on peut couper ce câble-là avec un interrupteur caché, et faire une protection pour éviter de se faire tirer son véhicule. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on démonte le contour en caoutchouc. On va enlever les erreurs qui risquent de sortir. Voilà. Pour l'instant, on va laisser pendre l'avant. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on accède au caoutchouc des câbles.
ça fait partie des câbles qu'on va laisser au-dessus du moteur. Sur la partie. Et ensuite, de nouveau, on a un caoutchouc ici. Et on a les deux câbles qui vont au niveau des calculateurs. Donc les calculateurs sont ici. Donc là, on la débranche. Donc sur un Vénus, on a deux calculateurs, comme ceci, des Bosch. Donc sur cette version ici, on est sur un EDC 16U31. Il y en a deux comme ça. Donc il y a toujours un maître et un esclave. Donc celui-là, j'avais déjà noté un, c'est le maître qui est à gauche, et l'esclave qui est vertical sur la partie droite. Toujours un peu plus délicat à sortir. Pareil, on les branche. On fait attention aux prises. Qui s'appelle donc le numéro 2, hein, comme on vient de le voir, et qui est aussi un EDC 16U31. Version du firmware 7003. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec le faisceau, que une masse ou deux débranchée avec une clé de 10 et un bêta-brise. Donc situé ici. Donc ça, il ne faut pas oublier de la brancher. Si on oublie ça, on ne démarre pas. Voilà. Quand on a fait ça, on a fini toute la partie haute du faisceau raccordé au niveau de l'électronique. Donc après, bon, on a un tas de petits colliers à libérer derrière pour les câbles qui sont ancrés sur la zone pare-feu. Quelques prises ici à droite, quelques prises à gauche, pardon, et à droite. Au niveau de l'admission d'air aussi, on a les deux prises à débrancher, des prises au niveau ici des bougies de préchauffage pour libérer le faisceau, des prises sur la partie ventilation, les ventilos électriques de refroidissement. Je vois qu'il y a vraiment de l'huile partout. Ça va être un vrai plaisir à nettoyer. Donc on va continuer là-dessus. Libérer un peu tout ça.
branche les sondes Honda ici. Donc, il y en a deux. Si, ça fait partie des câbles gardés sur le moteur. Donc, il faut libérer de toute fixation sur le châssis. C'est le cas là-bas derrière. On n'a pas grand chose. Tout sous gras. Et voilà. Alors ce véhicule est normalement la version BLE, et pas AYH. Donc en fait, ce qui différencie un BLE d'un AYH, bah, c'est l'évolution de l'antipollution, donc à savoir des sondes dans tous les sens avec un FAP et un catalyseur. Et en fait sur cette version, la partie FAP a été supprimé, ce qui fait qu'on retrouve ici des sondes qui sont dans le vide et qui n'ont pas été désactivées visiblement électroniquement, ce qui fait que pour éviter des cas d'erreur, on va les brancher dans le vide. Ça, on verra ça plus tard. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Alors. Deuxième. Donc on a normalement 4, je crois. 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Qui va dire des valeurs en entrée et en sortie. Des tapes. Voilà, donc, ça on est bon. Ça reste là. Alors ensuite, on a la dépression qui est ici. Il faut aussi les brancher. Pas facile à débrancher d'ailleurs. Bon, on va avancer sur le reste avant. Pour se libérer un peu de place. Donc, on va commencer par enlever ça. Les admissions. Voilà, ça va nous libérer de la place. Alors, comme on peut le voir, on est un petit peu grasse, mais pas tant que ça en fait. Je pense qu'au niveau des turbos, on n'est pas trop mal. On verra quand on les aura déposés. Alors, voilà, d'un coup, un peu plus clair. Donc, au niveau du câblage, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Voilà. Ça reste sur le bitocle, logiquement. Que je réussisse à débrancher ça. Voilà. Donc ça, c'est l'assistance de freinage, la dépression. Alors, ensuite, là, on a les deux autres sondes dont je parlais. Il faut aussi les brancher. Donc là, ça, c'est vraiment toute la partie câblage ajoutée sur
la version BLE qu'on n'a pas sur le AYH, qui est quand même beaucoup moins équipé en anti-pollution, mais qui ne pollue pas tant que ça finalement. Mes derniers tests, puisque moi j'en ai un de AYH, ont montré que en V10 diesel, il n'était pas très seul. Voilà, donc ça, c'est notre câble. Donc il en reste encore un ici. Alors. Donc on ne peut pas se tromper au niveau des couleurs parce que bon, déjà les prises sont faites mâles et femelles d'une version, enfin de manière à ne pas se tromper. Et ensuite on a des couleurs qui nous indiquent aussi ce qu'il y a débranché. Alors ça, c'est quoi ça déjà? Ah, encore une prise. Voilà. Une de plus. Alors, petit gadget qui marche très bien. Pas très cher, on trouve ça un peu partout. Et ça fait gagner du temps pour débrancher les prises. Parce que les prises Volkswagen, comme d'autres d'ailleurs, sont toujours un peu pénibles à débrancher. Alors évidemment, si on n'a pas la place, ça reste un problème. Là, ça va me faire mentir, bien sûr. Alors, une solution, c'est de soulever la languette, quand on peut le faire. Voilà, donc là on a les quatre sondes, donc deux noirs, deux marrons, plus celle-ci. Alors celle-ci, je ne sais plus ce que c'est, mais bon, on a une prise dédiée aussi. Donc de ce côté-là, on ne peut pas se tromper. Alors, ensuite, là on a le bac de remplissage de liquide, donc il y a une durite démontée qui va ici sur le moteur. Il ne faut pas oublier de l'enlever, sinon on arrache tout. Donc le mieux c'est de l'enlever ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les filtres aussi pour gagner en place. Est-ce qu'il est? Okay. Bon, on va brancher ça. Je vous reprends tout de suite. Alors, petit récap de ce qu'il faut démonter. Donc là, j'ai démonté toute la partie filtre à air avec les prises qu'on voit là, bleues, là, qu'il faut débrancher. Ces prises-là, il y en a deux. Capteur de pression de turbo et puis entrée de filtre à air. Ça, on a vu donc toutes les prises de ce côté-là. On dégrafe tout ce qu'il faut dégrafer sur le contour moteur. Là, j'ai libéré les deux prises ici. Celle-ci et celle-ci, qui sont les prises des bougies de préchauffage. Donc ensuite, il faut le dégrafer de son support aussi, pour le libérer vers l'avant. Donc toujours vérifier que on n'a pas d'autres câbles. Donc j'ai un câble sur la canalisation de clim qu'on voit. Je sais pas si on le voit d'ailleurs. Qu'on voit là-bas au fond. Enfin, sur le radiateur en tous les cas. Donc pareil sur le côté droit, filtre à air, des deux prises. Là j'ai commencé à dégrafer l'arrivée de carburant. Il va falloir libérer un peu de place ici
pour débrancher la partie électrique, c'est-à-dire l'arrivée du démarreur et d'alternateur qui sont sur cette partie-là. Donc ici, en fait, on a la masse châssis. Ici, on a un plus qui part vers l'alternateur et le démarreur. Donc ça, il va falloir le démonter pour le désaccoupler. Puis certainement démonter le filtre à carburant aussi pour faire un peu de place. Ici, il va falloir vider la direction assistée avec un tube qui descend jusqu'à la direction assistée, qui est celui-ci, qu'il va falloir vider aussi. Voilà, puis on va continuer, on va poursuivre à vérifier tout le contour, voir ce qui reste encore à dégrafer. Puis après, on pourra attaquer donc la vidange du radiateur. Ici, on a ça à débrancher, on aura la partie basse à débrancher, les petites canalisations qui sont ici, qui vont jusqu'au vase. Il ne faut pas oublier de débrancher, celle-ci aussi, là. Il faut faire très attention à toute cette partie-là, surtout l'été. L'été sont très fragiles, ils cassent. Ils cassent dès qu'ils ont cuit un peu, et bon, c'est pénible de ne pas pouvoir remettre en route pour un thé qui est cassé. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, on va poursuivre, et puis on refait un point. Alors, un petit point ici. Donc, ici, on a le filtre à carburant avec le réchauffeur qui est branché sur le circuit d'eau. Ici, on a les arrivées électriques. Donc, il faut démonter cette partie-là et cette partie-ci. Donc, celui-ci, ben, c'est le câble qui va directement au démarreur, qui passe sous le moteur, qui traverse et qui va de l'autre côté. Il est monté sur une bride métallique. Il faut démonter les deux fixations de l'amortisseur pour sortir une pièce métallique, qui est ce machin-là, qui bien sûr gêne le passage du câble. Il faut absolument le démonter pour sortir le câble. Une fois qu'on a fait ça, ici aussi, on sort le câble de l'alternateur. Pareil, il va falloir le décrocher de la cloison, parce que lui il va venir avec. Et quand on le remet, il ne faut pas oublier de le passer avant de faire quoi que ce soit, sinon c'est la galère pour aller le rattraper. Donc voilà, donc ça il va falloir que j'aille dégrafer là-bas au fond. Bon, bah sur la partie haute, on commence à voir le bout. Il reste quoi? Il reste bon, le circuit d'eau, on l'a dit. Le vase ici, il faut que je vide. Ça, c'est la direction assistée avec la durée qui descend, qui est fixée au moteur. Donc, il faut qu'on la libère là aussi. Et puis après, le circuit d'eau, qu'on va commencer à vidanger aussi. Et puis, on devrait être pas trop mal. Allez, on poursuit. Bon, on va monter. Voilà. Quand je dis que c'est gras, je ne mens pas. Je ne sais pas si vous voyez le dessous là, mais c'est horrible. Le nettoyage, ça va être compliqué de trouver la fuite d'huile avec autant d'huile. Il aurait peut-être été préférable de le nettoyer avant. Vache. C'est incroyable. Incroyable. Bon.
Bon, il y a encore un paquet de démontage ici. J'avais des fils d'huile, mais alors là, tout le dessous des caisses est rempli d'huile. Incroyable. Faut que je vous montre ça parce que franchement, ça vaut la peine. On regarde, c'est une catastrophe. Il y en a jusque sur l'échappement. Partout. Partout, partout, partout. Alors c'est bien de l'huile moteur, hein, c'est pas de l'huile de boîte. Il était plus qu'urgent de faire quelque chose. Là, il y a un big nettoyage à faire après. Hein. Bon. Voilà. Ok, on continue. Bon. Là, je sors les raccords des échangeurs. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pas l'air d'avoir trop d'huile dans les turbos. Donc, on s'oriente vraiment vers une durite qui a dû lâcher derrière. Et de toute façon, vu l'huile qu'on a, ça va être quelque chose de flagrant. Hein. Flagrant mais mal placé, comme toujours. Quand on est ennuyé comme ça, c'est toujours la totale. Donc là, je démonte les durites. La deuxième. Bon, un peu d'huile dedans quand même. Bon. Alors. Je crois que je vais donner un petit coup de chiffon avant de travailler là-dedans. C'est plus judicieux, sinon je m'en mets partout. Ok. Désaccoupler la direction. C'est durite de clim. Bon. Je vous reprends dès que j'aurai nettoyé. On vidange.
Voilà, donc j'ai déposé les roues. Et ici, ce qu'on va faire, donc, c'est désaccoupler l'amortisseur de la partie basse, libérer en fait tout ce qui lie le train avant à la caisse. L'amortisseur, j'y touche pas en fait. Je vais démonter ici, démonter tout le câblage, déposer l'étrier et le suspendre pour éviter de le débrancher. Et ensuite, désaccoupler la jambe de force directement sur le triangle inférieur, démonter les supports de barre anti-dérive pour libérer cette biellette. Et là, toute la partie haute pourra descendre sans problème. Voilà, donc on va s'attaquer à ça. Donc là, il faut débrancher le capteur ABS, le capteur d'usure de plaquette de frein. On libère le câble, on le dégrafe. On dégrafe la fixation de l'arrivée de la durite de l'étrier sur la partie haute et la partie basse. Une fois qu'on a fait ça, ici on voit, on a la durite qui va pouvoir bouger quand on aura déposé l'étrier, et l'étrier on va le remonter, on va l'accrocher en hauteur. Voilà, donc maintenant le démontage des écrous de 21 de l'étrier. On va les débloquer d'abord. Oh la vache! Waouh! C'est grosse. Waouh! Vache! On ajoute un tube. Ah ben, il ne bougerait pas, hein. C'est rassurant. Wow. Bon. Ils sont débloqués. Voilà. Ensuite,
pouvoir accéder au reste. Alors là, on est voilà. Voilà, donc là c'est libéré. Maintenant, on va enlever la boulette. Voilà, donc ensuite on n'a plus qu'à désaccoupler la jambe de force. Donc elle c'est du 21. Je pense qu'elle doit être serrée correctement. Aucun doute. Okay. Le pot. Sur certaines parties du Touareg, on est plus sur du poids lourd que de la voiture. Bon. Alors, après avoir débloqué à la barre le 21, voilà. En fait, le problème, c'est que j'avais pas une 6 pans mais une 12. Une 12, ça abîme les écrous. Donc, il faut prendre absolument une 6 pans pour faire cela. Bon, une fois qu'on a fait ça, logiquement, on peut sortir le demi-train. Donc pour l'instant, on va le laisser en liaison. Voilà. Puis on va faire pareil de l'autre côté. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai démonté le passage de roue, de manière à voir plus clair pour le reste du démontage, parce qu'il y a encore pas mal de choses. Donc ici, on voit bien le V-Basto dont je parlais tout à l'heure. On a deux canalisations qui sont ici en bas, qui sont derrière ça, ici. Il faut les accoupler, qui vont descendre avec le bloc. À l'occasion, moi, ça me permet aussi d'accéder directement à la colonne de direction et enlever l'écrou de 17 qui verrouille la colonne. Ensuite, désaccoupler tout ce qui est climatisation. Donc l'avantage de ne plus avoir les filtres à air d'origine,
ça permet de mieux voir, avoir un peu plus de place pour travailler, et notamment sur la clim. Sinon, quand on a encore les filtres à air d'origine, il faut en fait les déposer et c'est une galère à faire. C'est assez inaccessible, c'est une galère à faire. Donc là, on a une sortie de flotte. Il faut veiller à ne pas boucher. Il n'y a pas de terre dedans. Voilà, donc on va continuer là-dessus. Ça va encore couler un peu, donc on va récupérer le liquide de refroidissement ici. Libérer ces pièces-là. Et puis on va poursuivre. À tout de suite. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer cette partie. Donc ici en fait on a une bride avec un écrou de 10 qui retient les tuyaux qu'il faut démonter. Voilà. C'est une panne qui arrive parfois sur le Touareg. Ces deux tuyaux-là sont tellement proches du cardan que quelquefois ça frotte dessus et il se perce. Qu'est-ce qu'il tient encore? On va libérer les deux qui sont ici. On va avoir un peu plus de marge de manœuvre. Il y a une bride en plastique sous le châssis là-bas qui tient les deux tuyaux. Je n'arrive pas à voir s'il y a une vis au milieu ou pas. On va voir. On va aider aux gens. Donc là, c'est souple. Là, je vois ce qu'il y a là-dessous. Bon, on se retrouve dès que ça finit de faire pipi.